Bonsoir à tous, bienvenue pour ce live tant attendu avec Damien, Isélia et Stéphanie. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va vous raconter plein de choses sur le voyage, sur nos expériences, aussi notre vision du futur voyage. On va aussi aller dans du pratico-pratique. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage, que c'est celui-ci ou un autre, mais que vous posez plein de questions sur plein de questions pratiques, sur l'avion, sur comment ça se passe avec la nourriture, avec les logements. Enfin voilà, donc on va aussi survoler tout cela pour que vous puissiez peut-être aussi vous auto-rassurer sur certaines questions qui vont peut-être du coup ouvrir votre cœur plus à dire oui au voyage, à dire oui à rencontrer des nouveaux lieux, des nouvelles terres. Et donc, ce sera aussi l'occasion de nous rencontrer un peu plus par nos partages avec Damien, Isélia et Stéphanie pour voilà aussi sentir si vous avez envie de voyager avec nous, si comment le feeling passe aussi, parce que je pense que c'est important. Donc, on va vraiment vous partager notre vision du voyage, de nos approches sur les lieux sacrés, sur aussi une dimension plus thérapeutique et ça vous laissera vraiment l'espace de sentir si ce voyage est le vôtre. Voilà, bon, on va commencer. Je voulais juste donc placer un peu plus le contexte de pourquoi on fait ce live maintenant. Donc, on s'est retrouvés ensemble avec une autre participante à faire un grand voyage au Pérou. Donc, c'était en avril de cette année-ci. Et voilà, on a tissé quelque chose que je trouve assez beau ensemble aussi, à travers ces lieux, à travers l'expérience humaine, à travers voilà, l'expérience de voyager à plusieurs, ensemble, en groupe. Et j'ai pu vraiment observer qu'il y avait une dynamique assez naturelle qui s'était placée lors de ce voyage, où il y avait vraiment une belle présence aussi d'être là les uns pour les autres. Où chacun à votre manière, avec vos perceptions, avec votre sensibilité, vous avez à certains moments aussi pu apporter de votre magie, apporter de vos sagesses, de vos talents pour conduire le groupe dans quelque chose d'harmonieux. Et aussi, sur les lieux, lorsqu'on a pratiqué les activations, il y avait aussi une belle complémentarité. Et donc, c'est assez naturellement que lorsque ce nouveau voyage s'est présenté, avec la perspective peut-être de travailler en plus grand groupe, que je me suis dit que ce serait bien aussi que je ne sois pas toute seule à accompagner, d'autant plus que là, on va rallonger encore de 10 jours, donc on part sur 32 jours, donc c'est assez conséquent. Donc, je pense que c'est important qu'il y ait vraiment une équipe qui soit là, qui soit soutenante et qu'on puisse vraiment faire un voyage de qualité aussi. Je pense que si on est vraiment plusieurs à soutenir, à accompagner, ça peut vraiment alléger, ça peut faciliter, ça peut mettre à l'aise aussi, mettre en sécurité. Et donc ça, ce serait vraiment l'intention que vous puissiez, alors si le groupe de participants s'agrandit, que vous puissiez être là aussi en tant qu'accompagnant. Et donc, de pouvoir vous proposer aujourd'hui ce live ensemble pour parler ensemble du coup de ce nouveau voyage. Que vous étiez là aussi là pour vous présenter en tant que futur accompagnant du prochain voyage, qu'il y a eu déjà des lives qui vous ont présenté au préalable, donc que ceux qui nous regardent, les spectateurs qui nous regardent peuvent aller retrouver s'ils veulent, voilà, peut-être vous connaître mieux. Mais que pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visionner ces lives précédemment, nous allons chacun nous représenter rapidement. Bon, je m'appelle Stéphanie. Donc, comment je pourrais dire, ça fait 4 ans plus ou moins que j'ai vécu certaines expériences un peu extraordinaires, et donc que j'étais amenée un petit peu à découvrir tout ce qui est subtil, etc. Je me suis formée en géobiologie, en hypnose, en soins énergétiques, en ancrage, en différentes choses, voilà. Et à travers une de ces formations, donc j'ai eu l'occasion de te rencontrer, Laurence, en géobiologie.
Et donc voilà, on a eu des contacts. Il y a eu plusieurs moments, j'ai envie de dire charnières, en tout cas pour moi, qui étaient en lien avec toi de manière directe ou indirecte. Et puis il y a eu un moment aussi où on a été, je dirais, une sorte de rapprochement où on a beaucoup échangé autour des voyages, etc. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, tu as parlé d'organiser un voyage au Pérou. Et puis j'ai dit oui, ça, je le sens. C'était vraiment un appel. Et donc voilà, j'étais très heureuse d'ailleurs de faire ce voyage avec toi. Isela, bien, je suis aussi thérapeute, accompagnante en énergétique et j'accompagne les personnes dans des transitions de vie et donc via les messages, via les soins énergétiques et d'autres soins. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ce domaine-là et donc j'ai eu cette chance de me retrouver sur le voyage du Pérou en 2024, un voyage magnifique. Et donc voilà, j'y ai trouvé beaucoup de choses très très intéressantes. J'y ai bien trouvé ma place. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la petite vidéo où on donne les infos plus dans les détails. Voilà. Bonjour, moi c'est Damien. Je travaille surtout dans les jardins, mais j'ai fait pas mal de formations, développement personnel, énergétique, enfin, pas mal de choses. Pas mal de cheminement aussi avec l'écoute des sages, et des satsangs et compagnie. Plusieurs voyages aussi. Et quoi d'autre dire Voilà, c'était le voyage au printemps, c'était cadeau, ça s'est présenté. J'ai suivi l'élan et c'était magnifique, quoi, et de belles rencontres aussi. Merci Damien. Oui, juste rajouter Damien que tu fais aussi des soins énergétiques, hein. Oui, mais Jacques, voilà, il y a pas mal d'outils, j'ai appris beaucoup de choses. À un moment, j'allais plus là-dedans, l'accompagnement énergétique et l'accompagnement. J'ai mis un peu de côté, mais voilà, quand ça se présente, s'il y a besoin, si ça se fait spontanément, ça va dedans, on va dire. Mais c'est pas l'essentiel pour moi. Ça me donne l'élan de rebondir directement sur l'accompagnement qui serait proposé durant ce voyage. Voilà, parce qu'en effet, je pense aussi que des soins énergétiques à tout va, c'est pas toujours la solution et que parce que avant tout, c'est les guérisons, les transformations qu'on peut vivre, elles se passent avant tout par l'intérieur, par la conscience qu'on pose, par la présence qu'on va apporter à ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Et je pense que c'est ça l'intention principale de ce voyage et que nous, voilà, on est là pour soutenir ça. On reste à l'écoute, voilà, que ce soit une écoute active ou une écoute plus subtile pour accompagner tous ces mouvements. Et au besoin, si parfois il y a vraiment quelque chose d'un peu plus lourd qui demande à être libéré pour vraiment recevoir l'énergie des lieux sacrés, pour recevoir la médecine de l'initiation qui est proposée, on peut alors à ce moment-là, avec respect, avec aussi on demande si voilà, on peut percevoir quelque chose et on peut proposer, dire ok, là on peut aller plus loin, il y a peut-être voilà, une petite aide en plus qui peut être apportée pour libérer, pour harmoniser quelque chose et faire qu'à ce moment-là, on puisse vraiment voilà, se libérer pour le voyage, pour la suite de ce qui s'ouvre, quoi. Voilà, ça me fait penser par exemple, voilà, juste une anecdote, il y avait donc une participante quand on est au sommet du Huayna Picchu, donc quand on a fait toute une ascension d'une montagne autour du Machu Picchu et qui a commencé à se sentir pas bien. Voilà, il y avait l'aspect d'un effort physique qui avait été donné, mais il y avait aussi qu'elle était arrivée sur un point énergétique qui était en résonance avec quelque chose qu'elle devait dépasser en elle. Et à ce moment-là, c'était difficile pour elle de pouvoir sentir par elle-même ce qu'elle pouvait dépasser. Donc c'est à ce moment-là que nous, voilà, on est aussi arrivés, on a partagé nos perceptions et ça a vraiment aidé à comme dépasser ce qui demandait à être dépassé. Et après, elle s'est sentie mieux, elle a pu encore plus recevoir et encore plus vivre
l'initiation. Voilà, ça c'est pour un peu illustrer cette notion de l'accompagnement. Moi, j'avais envie de rebondir parce que c'est vrai que c'est super important d'être conscient que dans le groupe aussi, on va être amené à travailler des choses euh, les interactions avec les autres participants est aussi importante et fait aussi partie du voyage. Et effectivement, dans le process, c'est important de pouvoir enfin, je dis ça, mais je pense que c'est vraiment l'approche que tu as, c'est de pouvoir laisser les personnes expérimenter ce qu'elles ont expérimenté. Et donc, on fait le voyage, on visite des sites. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, ben là, on voit qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se positionne. Et puis, il y a pas de hasard. Il y a qui est près de la personne qui est en difficulté ou qui est en train de traverser une émotion. Ou, voilà. Il y a vraiment une dynamique très, très organique et très naturelle qui se met en place. Et puis, il y a une notion aussi de relais. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est mis en place aussi naturellement. C'est que parfois, la personne en difficulté, je n'utiliserai pas ce terme, qui est en train de vivre quelque chose de spécial, est accompagnée à un certain endroit par un participant, par exemple, enfin, en tout cas par l'un d'entre nous. Et puis, elle se déplace, elle se retrouve à un autre endroit, et là, quelqu'un d'autre prend le relais. Et donc, il y a vraiment une complémentarité aussi qui peut s'instaurer de manière nouveau très naturelle et très organique parce que nous sommes tous différents, parce que nous avons tous nos talents, nos spécificités, nos particularités. Et donc, de ce fait, c'est vraiment quelque chose qui se met en place très naturellement, avec beaucoup de douceur et nous, avec beaucoup de respect, parce que tu l'as dit, si c'est OK, voilà, on peut faire un soin, on peut faire quelque chose, mais ça se fait toujours avec l'accord de la personne, bien sûr. Et donc avec ces ressources qui sont, c'est pas juste une personne qui accompagne, et donc c'est plusieurs personnes qui accompagnent, ça amène des ressources aussi différentes, avec des approches différentes, des outils différents. Et donc ça aussi, c'est vraiment une richesse. Et de mon expérience, en tout cas, de nouveau, ça s'était mis en place de manière très naturelle et organique, et avec des belles synchronicités à travers le voyage. Tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je suis assez d'accord. C'est comme ça que je l'ai vécu aussi. À certains moments, il y avait vraiment l'un qui était un peu affaibli et puis voilà, il se trouvait justement près d'une autre personne qui pouvait l'aider momentanément. Puis après, il y a le relais qui était passé. Enfin, on a vu un peu de tout. Hein, on est chacun passé. On a eu nos moments où on a été accompagnés tour à tour dans des lieux différents. Donc voilà, ça se fait de manière assez fluide, comme tu dis, c'est assez juste. Ouais. Mm. Et comme on a l'expérience de l'accompagnement, chacun, selon, voilà, moi ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne des personnes, les réflexes sont assez simples. Je veux dire, il n'y a pas, ça se fait naturellement en fait. Et comme tu dis, Stéphanie, s'il y a vraiment une demande aussi, on est fort dans le respect d'entendre ce que la personne a besoin, surtout. C'est le plus important. Merci pour vos retours et voilà, je suis assez d'accord aussi. Je veux juste rajouter que, je pense que c'est important de le nommer aussi, vous me direz si c'est ce que vous avez ressenti aussi pendant le voyage, mais voilà, il y a quelque chose où je reste quand même initiatrice du voyage et quand même dans une espèce de supervision globale et donc malgré tout ça, il y a quand même, cet aspect-là, en tout cas pour ma part qui est toujours présent aussi. Toujours sentir, OK, est-ce que c'est OK aussi dans une globalité plus large par rapport au voilà, c'est comme si je pourrais prendre d'autres mots. C'est comme si le fait d'initier, je pouvais aussi être reliée à cette intention globale et ces dynamiques de groupe plus larges et que je tiens en compte aussi à chaque moment aussi, quoi. Donc, voilà, mais globalement, dans cette dynamique-là, il y a eu ces autres dynamiques où on était vraiment une équipe et en soutien les uns pour les autres aussi à certains moments. Je vais rebondir maintenant sur la notion de pour qui est ce voyage. Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a des choses parce que voilà, ici, on se présente aussi en tant que thérapeute, avec déjà des initiations précédemment, avec peut-être déjà un certain bagage thérapeutique. Bien sûr, si vous êtes dans cette
dynamique-là aussi, vous êtes les bienvenus. Mais également toutes celles et ceux qui juste ont l'appel d'être là, en fait. En fait, il n'y a pas de prérequis. Juste à savoir que oui, on va toucher à de l'énergétique, on va inviter à un voyage intérieur et que ça va être difficile s'il y a des résistances par rapport à ça. Mais que si vraiment il y a une intention de découverte de soi, de découverte de quelque chose de nouveau, d'autres visions, d'autres perspectives, vous serez à votre place. Ensuite, il y a aussi une question qui est tout à fait légitime, la condition physique. Parce que oui, on va faire de la marche, on va aller dans des espaces d'altitude. Donc ça, je serais aussi intéressée d'avoir au retour à tous, Isélia, Damien et Stéphanie, voilà, par rapport à comment vous avez vécu ça et peut-être des petits conseils par rapport justement à ces questions physiques. Mais moi, je pense que c'est possible aussi, même si vous sentez des fragilités physiques, je pense que tout est possible. Je dirais qu'il y aurait 3 jours avec un peu plus de marche. Donc, dans la vallée sacrée, il y aurait une journée de marche. Simplement, ça pourrait être une journée de repos, si vraiment vous sentez que c'est trop intense, que c'est OK, c'est très bien. Voilà, d'être doux avec soi. Ensuite, il y a ce fameux Huayna Picchu dont j'ai déjà parlé. L'ascension est assez intense, mais il y a possibilité aussi de faire un autre parcours dans le Machu Picchu où il y a quand même une petite ascension, mais qui est beaucoup plus accessible, très très courte. Enfin voilà, moi je l'avais montée en 15-20 minutes, donc vraiment c'est possible aussi de le faire, mais vraiment tranquillement en prenant le temps. Et donc à ce moment-là, il y aurait 2 groupes qui se forment et c'est tout à fait OK. Et ensuite, après, oui, à l'île du Soleil, où là aussi, il y a eu une marche. Voilà, c'est pas. Il y a des moments comme ça montait, descendait, en plein soleil. C'est quand même, voilà, on l'a tous fait, mais c'était intense. Mais il y avait cette possibilité quand même de faire cette partie-là en bateau. Donc, ça reste une possibilité aussi. Donc, on peut tout à fait aménager aussi les moments, on va dire, un peu plus intenses physiquement pour que, voilà, celles et ceux qui se sentiraient vraiment leurs limites physiques pour réaliser certaines choses puissent s'écouter en fait et on va accompagner ça aussi. Après, on va utiliser aussi la feuille de coca, qui va aussi être un support physique et énergétique qui va vraiment permettre de mieux supporter l'altitude, donner de la force au corps. Donc voilà, donc ça c'est une ressource aussi qui sera présente et qui peut vraiment aider. La force du groupe, ce sera aussi quelque chose qui sera présent et qui aidera vraiment aussi parfois au dépassement de soi et de pouvoir utiliser ça aussi chaque fois comme cette épreuve physique comme aussi une épreuve spirituelle aussi parce que c'est lié et donc de voir aussi peut-être la difficulté physique comme aussi un moyen psychique pour se dépasser et d'apprendre de soi, apprendre de l'expérience. Donc voilà, je pense que tout sera possible, mais vraiment, j'ai envie de dire que là maintenant, ce qui est très important de savoir, c'est que il y aura une écoute de l'instant possible aussi à ce niveau-là et qu'après, ça peut encore changer. Si je reprends l'exemple de cette participante qui avait un moment voulu arrêter à mi-chemin à Huayna Picchu, finalement, c'est Brian qui lui a dit « Mais non, tu continues ». Et en fait, je pense qu'elle a été très contente de le faire. Bon, je ne sais pas si vraiment elle aurait dit non, on n'aurait pas insisté. Mais je pense que Brian avait vraiment ce feeling qu'elle pouvait en fait. Et en effet, elle l'a très bien fait. Elle a pu le faire. Elle a pu même aller vraiment dans l'épreuve psychique aussi et dépasser quelque chose et se sentir plus légère et libre après. Donc voilà, c'est pas à négliger cette notion de dépassement physique, mais en même temps, il y aura toujours la possibilité d'être vraiment à l'écoute de son corps et de ses limites. Et peut-être même, ça peut être d'un jour à l'autre, ça peut changer, ça peut évoluer. Oui, je voulais partager, moi, l'expérience que j'ai eue par rapport à l'arrivée. Donc, on est arrivé en avion, mais on était déjà en altitude. Et donc, moi, pour partager un peu ce que j'ai vécu, j'ai eu un mal de tête quand même qui était présent, parce que la pression sanguine change. Donc, c'est aussi une histoire d'oxygène. Donc, moi, ce que j'avais prévu, c'était des petites gélules de coca.
parce que j'avais pas encore de la coca. La coca, on l'a acheté, je pense, à Pissac. Et donc des gélules homéopathiques. Donc je prenais ça et par hasard, j'avais aussi pris des petites pastilles pour les sinus, quoi, pour dégager un peu les sinus, style eucalyptus quand on a un peu mal de gorge ou quand on a le nez bouché. Eh ben ça m'a beaucoup aidé en fait. Ça a vraiment très vite calmé les maux de tête parce que c'est comme si ça permettait ça permettait aux canaux de s'ouvrir un peu davantage. Et donc de ce côté-là, je trouvais c'était assez bien. Sinon sur le parcours lui-même. Effectivement, la vallée sacrée, ben oui, on est quand même fort en hauteur, lac Titicaca aussi, mais il y a une progression, surtout qu'on mâche de la coca toute la journée pratiquement, hein, en fait. Enfin, moi, je me souviens, on en mâchait quand même pas mal, surtout quand on était en balade, etc. Et ça, très vite, ça nous stabilise. Dès qu'on sent qu'on est un tout petit peu essoufflé, la première ascension, chez moi, j'ai senti quand même que j'étais pas mal essoufflée. Mais bon, on était aussi encadré. Il y avait Yaku. Moi, je me souviens, Yaku, il m'attendait vraiment. Il voyait bien que sur la fin du temple, là, j'étais un peu fatiguée. Et puis voilà, juste, il me disait, hop, on s'arrêtait, on restait assis. Et puis hop, on reprenait. Et puis, en fait, très, très vite, on s'acclimate. Évidemment, il y a toujours la respiration qui est un peu différente de la normale parce que voilà, on est quand même en altitude. Mais le corps s'habitue et je me souviens même sur l'île du Soleil au lac Titicaca, alors qu'on était vraiment même plus haut sur la vallée sacrée, eh bien, ça passait un peu comme une lettre à la poste. Bon, il y avait toujours cette petite respiration, l'effort respiratoire, mais on sentait que les poumons s'étaient déjà bien adaptés et j'ai senti la différence en rentrant aussi en Belgique. J'ai une capacité pulmonaire qui s'est amplifiée suite à ce voyage. Voilà, on a traversé ça et voilà, ça s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu de malaise exagéré, quoi. Voilà, ça c'est mon expérience. Moi, je voudrais juste dire que j'ai fait 100 feuilles de coca et sans préparation. Donc, c'est important à le dire aussi. Non, je suis têtue. Mais, mais voilà, non, mais c'est important parce que voilà, c'est vraiment nouveau un espace il y a des propositions et il y a vraiment pas de. Enfin, c'est possible de le faire. Je suis pas une grande sportive. Je suis même pas une petite sportive d'ailleurs. Je suis pas très sportive, donc voilà. Mais bon, donc non, c'est possible. Ce que moi j'ai fait, c'est vraiment avancer à mon rythme. À un moment donné, quand c'était un peu trop prenant, je pense au Huayna Picchu, où je sentais que j'étais essoufflée, hop, je m'arrêtais, je repartais, je m'arrêtais, je repartais. Mais voilà, l'objectif, c'était de pouvoir arriver jusqu'au bout. Et chacun pouvait vraiment fonctionner dans son rythme aussi. Donc, pareil en fait, pareil partout. Et donc, il y a certains endroits où pour accéder à certains lieux sacrés, on peut avoir un chemin un peu plus pentu, un chemin qui tourne un peu plus. Isella, tu l'as évoqué dans ton live. Et donc, on a la possibilité aussi parfois de dire, en fait, moi, je sens que c'est ce chemin-là qui est le bon pour moi. Et donc, voilà. Donc, voilà. Mais il n'y a pas de prérequis. C'est pas obligatoire de se préparer au niveau physique. C'est pas obligatoire de prendre de la coca. Je pense que c'est vraiment quelque chose, vous sentez ce dont vous avez besoin. C'est intéressant si vous avez des difficultés de pouvoir un peu expérimenter justement la coca qui sont partout, qui s'utilisent aussi comme offrande, etc. C'est vraiment quelque chose de très puissant quoi, au Pérou et très utilisé. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir avoir ça aussi pour soutenir le process. Mais donc voilà, c'est pas du tout un passage obligé. Merci pour ton intervention, Stéphanie. C'était chez moi, je voulais le nommer aussi. Moi, j'ai envie de dire, pour toute personne, c'est pour tout le monde, toute personne qui a l'élan, et même si on met de côté, on va dire, tout ce côté un peu qui pourrait être là énergétique, il n'y a pas besoin de ça non plus pour faire ce voyage. Je veux dire, il se passe plein de choses et voilà. Même sans ça, personne qui n'a pas un pied là-dedans, que ça n'intéresse pas, ce sera très riche, même sans ça. Merci Damien pour ces compléments. Oui, je voulais quand même rebondir sur le fait, là on va revenir aussi un peu maintenant à l'itinéraire et tout ça, qu'il y aura quand même des moments, notamment la première journée, voilà, qui va servir aussi un peu d'acclimatation avant de marcher, mais qui sera aussi une mise en contact tous ensemble
où il y aura une invitation aussi à aller faire un travail sur les intentions, un travail sur de ressentir pourquoi la Terre nous a appelés. Voilà, ça me semble quand même bien que vous ayez connaissance de ça aussi, quoi, qu'il y aura quand même cette proposition qui sera là. Et après, oui, c'est pas forcément on n'emmènera pas dans plein de pratiques énergétiques. Ce sera vraiment aussi la principale intention de vous laisser ressentir aussi ce qui est là dans les lieux et de vivre ce que vous avez à vivre. Et ça, c'est sûr, ça va être personnel à chacun. Mais nous, on sera quand même là dans l'énergétique pour soutenir ça, soutenir ce process. Mais je pense que oui, il y aura aussi des cercles durant le voyage où là, je proposerai aussi des pratiques comme des pratiques énergétiques de méditation, tout ça, qui pour moi, c'est quand même essentiel parce qu'on va aller faire un pèlerinage, on va passer de site sacré à site sacré. Voilà, comme on l'a expérimenté lors du dernier voyage, on a pu sentir le niveau d'énergie qui remonte à chaque fois. Et donc, il faut quand même qu'il y ait une structure qui soit là pour accompagner ça, pour permettre que ce qui bouge en soi trouve vraiment un chemin aussi pour vraiment s'intégrer, faire en sorte que le retour aussi, l'atterrissage après le voyage soit le plus doux possible, le plus fluide possible. Mais voilà, mais en dehors de ça, c'est vrai que ce sera juste l'invitation à vivre une expérience, à vivre votre expérience, à comment vous vous sentez par rapport au lieu. Et puis, il y aura une partie aussi d'organicité. On fera avec ce qui sera là, avec les énergies du moment, avec les intentions qui seront là. Voilà, parce que je pense qu'il y a toujours une intention, il y a toujours quelque chose qui est là, qui motive, en fait, qui a donné l'élan, qui a donné le oui pour venir au voyage. Je pense qu'il y a une terre puissante qui est venue vous chercher. Donc ici, pour ceux qui ont déjà participé, pour moi, à mon sens, la terre est venue vous chercher aussi. Donc elle a voulu, elle vous a invité à un voyage aussi. Et donc, pour moi, c'est quand même intéressant d'écouter ça et d'écouter, voilà, quelle est la proposition, quelle est l'invitation au voyage et d'y aller. Et d'y aller pleinement parce que c'est plein de cadeaux et plein d'ouvertures, peut-être pas sur le moment, mais par la suite. Voilà, ça peut vraiment aussi ouvrir des nouvelles perspectives, des changements pour soi, pour son entourage. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais vous parler, ou on va vous parler brièvement du voyage de 32 jours. À savoir que ça peut être, donc ça vous pouvez regarder sur le site internet, je mettrai le lien en commentaire. Il y a la possibilité aussi de faire juste certaines parties. Donc là, je vous présente les 32 jours, mais ça pourrait vraiment être chaque fois une partie. Donc, juste aussi, si vous avez envie de voyager déjà un petit peu avec là, ce qui va être partagé, de ressentir peut-être aussi que c'est vraiment une partie spéciale du voyage qui vous appelle plus qu'une autre. Donc, on va commencer avec la vallée sacrée. Donc, comme on l'a fait déjà lors du premier voyage ensemble, là, cette année. On commence à Pisac, donc, qui est une petite ville à 1 heure de route de Cusco. Donc, déjà, le voyage pour arriver à Pisac, c'est vraiment la découverte de ces apous. Donc, les apous, c'est les montagnes sacrées. Hein. Donc, chaque montagne a une énergie, a une médecine et ils sont vraiment respectés ici. Et ça peut se sentir parce que du coup, cette nature et ces montagnes sont restées tellement vivantes. Et déjà, rien que là, il y a peut-être des choses qui s'ouvrent. Donc ça, si vous avez envie d'en parler aussi, première rencontre au Pérou et à Cusco. Donc, du 15 avril au 25 avril. Donc, on va passer 10 jours. Donc là, ça va être le seul endroit où on va rester au même endroit pour loger. Donc, voilà, ce qui va faciliter aussi le fait d'arriver. Donc, parfois aussi, on revient, on quitte notre quotidien. Donc, on peut aussi parfois avoir des envies peut-être de plus de repos, de pas trop se mettre dans une dynamique de mouvement.
Donc aussi, la vallée sacrée, c'est le seul endroit au Pérou, je pense, où on peut vraiment bien manger. On va dire, quand je dis bien manger, avoir des bons légumes, avoir, voilà, des choses qui peuvent vraiment nourrir l'âme aussi en termes de nourriture. Et donc, voilà, donc ces 10 jours, c'est aussi ça. Donc c'est vraiment, voilà, de pouvoir bien manger, pouvoir, voilà, avoir vraiment un endroit, cocon, pour, voilà, faire les transitions entre les lieux sacrés et tout ça. Avant la partie, suivante, donc voilà, où ce sera 20 jours, où là, on sera plus en mouvement, plus en itinérance. Voilà, on ne passera pas plus de maximum 3 nuits au même endroit. Donc voilà, donc cette vallée sacrée, ce sera ça aussi. Donc là, on va aller voir plein de sites Inca. J'ai envie de mettre Inca entre guillemets parce que voilà, on peut vite voir qu'il y a des constructions voilà, qui auraient été difficilement possibles d'être réalisées par les Incas. Donc voilà, pour moi, c'est plus profond que ça. Mais en tout cas, ce sera la première partie où on va vraiment connecter avec les Incas et leurs ancêtres. Donc, tous ces lieux qui vont être porteurs de mémoire, de grande sagesse. Les Incas étaient quand même une civilisation qui ont pu toucher aussi un état d'éveil, un état d'illumination. Et donc, on peut retrouver aussi quelque chose de cet ordre-là aussi dans les lieux sacrés. Voilà, en tout cas, à notre niveau et dans ce qu'il est possible qu'on puisse recevoir, notamment, voilà, qui sont très reliés au dieu soleil aussi. Donc, voilà, de contacter vraiment une énergie solaire, une mémoire solaire à travers ces lieux. Voilà, et donc si vous regardez sur le site internet, vous verrez aussi tous les lieux qu'on va proposer. On commencera avec le temple de l'eau avant d'aller voir le temple du soleil parce que j'ai vraiment senti une invitation pour ce voyage aussi de connecter aux eaux et donc d'ouvrir aussi un chemin de connexion à l'eau par le fait de pouvoir récolter les eaux sur chaque lieu. Et pour moi, commencer sur ce temple de l'eau, comme la première eau qu'on va récolter et qu'on va commencer à alchimiser en soi, ça me semblait plus que pertinent. Voilà, donc ça c'est ce que je peux dire sur la vallée sacrée, mais je pense que Damien, Isélia et Stéphanie, vous auriez peut-être encore plein de choses à dire sur ce lieu, sur comment il vous a touché, sur ce que vous avez pu vivre aussi à travers ces lieux, à travers ces expériences. Donc, s'il y a quelques mots qui vous viennent par rapport à ça, je vous laisse la parole. Euh, Bon, en tout cas, la formule d'avoir d'abord une semaine sur un lieu fixe, ça c'était super, quoi, déjà pour le groupe, pouvoir se rencontrer, découvrir le pays, donc un peu se poser après tout le voyage et avant d'être plus en itinérance, quoi, donc ouais, ça c'était super. Et oui, préciser, donc là, on arrive directement en altitude. On est à une moyenne de 3500 mètres. On peut arriver à des 4000 mètres. Donc voilà, donc ça sera vraiment aussi le temps de l'acclimatation. Après le lac Titicaca, on sera un peu plus haut, mais en effet, il y aura quelque chose qui sera déjà plus facile. Lac Titicaca, on est à 4000 mètres. Et ensuite, après, on va redescendre. Donc, c'est vraiment la partie aussi en altitude, donc vraiment avec les montagnes. Et donc, voilà, comme déjà nommé, donc tous les sites Inca plus spécifiquement. On a déjà dit beaucoup de choses, mais c'est très, voilà, c'est très riche et puis chaque fois très différent aussi. Même si ça touche des civilisations Inca, il y a des fois différents âges de, voilà. Puis voilà, il y a beaucoup de magie dans ces lieux en fait, mais ça, chacun selon ses croyances et ses envies d'aller un peu plus loin, de franchir certaines portes intérieures aussi. Moi, j'ai ce souvenir-là que c'est vraiment ce lieu-là qui m'a, les différents lieux qu'on a visités, qui m'ont connecté à, à plus de magie à l'intérieur de moi-même. Voilà, c'est assez fabuleux. Et voilà, puis aussi le climat qui nous accompagne, de très belles lumières. Il peut y avoir des jours un peu plus couverts, mais on a quand même un soleil qui est entier, quoi. Je veux dire, quand le soleil est là, il est bien là.
Et oui, enfin, moi, j'ai le souvenir que tout était très harmonieux, que ce soit au niveau des sites, au niveau du temps qui nous accompagnait, qui pouvait être changeant à certains moments. Je dirais par rapport à ça, c'est bien d'avoir des petites couches sur soi pour, un petit t-shirt quand il y a le soleil qui apparaît et puis, moi je mettais tout autour de ma taille, donc j'ai l'air immense sur les photos, on dirait une grosse bonne femme comme ça, mais en fait j'ai plein de pulls autour de moi et au fur et à mesure, ben, je les enlevais ou je les mettais. Voilà, ça c'est par rapport au climat, on en parlera peut-être, plus tard. Voilà, voilà. OK, merci. Oui, j'avais juste envie de rajouter aussi que, bah, c'est là aussi qu'on va pouvoir, ben, rencontrer, un peu plus les Quechua. Donc, voilà, qui pour moi, c'est quand même des communautés, vraiment très spécifiques de l'Amérique latine, qui ont beaucoup gardé, beaucoup à transmettre aussi. Ils ont une sagesse, une connaissance de la terre. Voilà, ils ont une cosmogonie, voilà, qui est toujours présente. Et ça, je trouve c'est palpable aussi. Et ça nourrit aussi. Ça vient aussi contribuer à l'expérience dans la vallée sacrée. Ensuite, la deuxième partie, c'est pas très loin, hein, c'est le Machu Picchu. Donc là, on est un peu plus bas en altitude, donc ça fait du bien en respirant un peu plus d'oxygène. La verdure est différente, plus de présence de l'eau et surtout, là, quelque chose de malgré l'influence du tourisme, qui est quand même assez, c'est des milliers de visiteurs par jour, hein, le Machu Picchu. On arrive quand même dans un espace dimensionnel unique. On se sent transporté dans quelque chose de différent et j'aurais envie du coup de faire le lien avec la vallée sacrée et le Machu Picchu ensemble. Je trouve que ces espaces aussi, et je trouve que c'est bien comme introduction aussi parce que toute cette grandeur vient aussi nous connecter à notre propre grandeur, comme s'il y avait aussi ce réveil de se reconnecter à soi dans ce qu'on est vraiment dans ses énergies. À mon sens, le Machu Picchu vient vraiment apporter cette dimension-là aussi. Et voilà, et de là, ça ouvre encore plein de portes et d'espaces intérieurs. Oui, le Machu Picchu, c'était assez extraordinaire en fait. On pourrait, enfin, il y a beaucoup de monde, mais une fois qu'on y est, en tout cas le timing, etc., tout ça, c'était vraiment bien. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait beaucoup de monde, alors qu'en général, c'est quelque chose que je n'apprécie pas spécialement. Et, euh, et donc oui, le fait de pouvoir, on était monté en bus entre Aguascalientes, qui était la ville, le fait de redescendre aussi à pied, donc ça a été vraiment aussi un moment très particulier, très riche. Et les masculins étaient partis avant et nous on est partis après, donc ça a amené aussi quelque chose de particulier, j'ai trouvé dans l'expérience. Et il pleut quand même beaucoup, je crois, à Aguascalientes. Donc on y était, en tout cas, on avait eu des belles, deux belles drages, comme on dit chez nous. Mais ça faisait vraiment partie de l'expérience, je trouve, dans la reconnexion à l'eau. Enfin, il y a vraiment un truc de très transcendant à travers cette eau qui finalement tombait du ciel, dans laquelle on marchait un petit peu, dans laquelle on a été avec les thermes, etc. Cette eau soufrée. Enfin, il y a eu plein de choses avec l'eau qui était très chouette. Et je dirais que pour moi, est en parallèle, c'est comme deux choses voilà, qui sont faites dans des timings très proches évidemment, mais il y a vraiment, je trouve ces deux expériences-là qui ont fonctionné en parallèle, quoi, qui ont été différentes pour moi en tout cas. Oui, merci pour ajouter ça. Oui, la météo, oui, on a eu de la pluie. Après, moi, j'avais déjà été c'était grand soleil, on n'a pas eu du tout de pluie. Donc voilà, c'est un peu aléatoire. Mais dans tout ça, on a eu de la chance parce qu'on a vraiment eu à la fin de la marche la pluie. Voilà, on a quand même été au sec le reste du temps. Donc c'était plutôt bien orchestré. Mais en effet, voilà, il y a une belle présence de l'eau aussi dans cet espace. Et donc cette fois-ci, là, on a passé une nuit. Donc on a pris le train, on est arrivé. Il y a eu la possibilité d'aller au therme, de faire un massage, voilà, juste se poser un peu. Et puis le lendemain, on a fait le Machu Picchu. Et l'après-midi, on reprenait le train pour repartir.
cette fois-ci, on va faire une nuit en plus. Donc, ça permettra de faire un cercle d'intégration. Pour moi, c'est quand même important de le faire là. Et de laisser encore plus de temps libre pour voilà, prendre soin de soi avec les termes, avec peut-être un massage, voilà, ou juste un peu de repos, parce que voilà, c'est bien d'avoir des temps aussi voilà, juste de repos et rester encore un peu de s'imprégner de cette énergie spécifique. Et ensuite, de continuer dans cette dynamique-là. Aquilabamba, donc ça, c'est une partie jungle de 3 jours qui s'est ajoutée cette année en rallongeant un petit peu le voyage. Donc, ce serait du 25 avril au 28 avril. Quilabamba, certains disent aussi que les énergies du Machu Picchu se sont un peu décalées là, parce qu'il y a tellement une influence du tourisme que voilà, parfois les esprits préfèrent aller un peu plus loin, se retirer. Alors bien que moi je trouve que l'énergie est quand même toujours bien présente là-bas et que voilà, il y a quand même des choses qui se passent, mais je pense que cette réalité n'empêche pas l'autre réalité. Et donc certains disent ici que l'énergie du Machu Picchu s'est déplacée à Quilabamba, donc qui est la partie jungle de Cusco. Donc on est à 5 heures de route de Cusco. Donc là, ça va vraiment être l'idée de s'imprégner de l'ambiance de la jungle, de repos. Il n'y aura pas de site sacré. Voilà, on proposera des petites randonnées dans la jungle. Voilà, pour des petites randonnées pour aller voir des cascades d'eau et vraiment continuer aussi de s'imprégner de cet élément de l'eau. Et aussi, donc là, ça va un peu dépendre aussi du nombre de participants, mais donc soit directement loger dans une ferme où ils produisent du cacao, ou juste faire un petit tour cacao pour voilà, découvrir cet arbre, découvrir cette plante pour celles et ceux qui n'ont encore jamais rencontré, pour voilà, apprendre un peu plus du procédé du cacao et peut-être aussi savourer aussi le cacao et directement dans son lieu d'origine. Donc voilà, ça ce serait pour la partie jungle. Et après, donc après ce 28 avril, donc là on va autour du lac Titicaca. Donc là aussi il y a pas mal de jours qui se sont ajoutés. Donc du 29 avril au 6 mai. Donc là on va cette année aussi, donc l'année dernière on avait fait un bus de nuit. Donc là on va essayer vraiment de réduire au maximum les trajets de nuit parce qu'après c'est vrai que c'est plus difficile de récupérer. Donc, on va faire le voyage de jour avec aussi une étape entre, une mini-étape, pour vraiment voilà, y aller plus tranquillement. Et donc il y a le lac Titicaca, donc il fait vraiment la frontière aussi entre le Pérou et la Bolivie. Donc, il y a vraiment toute une partie au Pérou et une partie en Bolivie. Donc là, ici, on va rajouter au Pérou la possibilité d'aller rencontrer plus les communautés Aymaras, qui sont ces communautés qui bordent le lac Titicaca et même qui vivent dans le lac Titicaca avec ces îles flottantes. Donc, la proposition sera de passer une nuit dans ces îles, donc sur le lac Titicaca, et ensuite passer encore une nuit côté Pérou, en bordure de lac Titicaca, où là, il y aura aussi des sites sacrés à aller visiter. Voilà, des sites sacrés assez importants. Il y a aussi là Pomata, qui est une petite ville où voilà, il se dit que c'est le chakra sacré de la Terre. Donc, c'est là que le chakra sacré s'y trouverait. Voilà, moi, ce qui fait sens aussi par rapport à certaines recherches, mais je ne vais pas approfondir ça maintenant. Et puis ensuite, on ira de l'autre côté Bolivie, où là, on ira aussi dans le site Tiwanaku, qui est un site pour moi assez important aussi. On peut aussi aller reconnecter des profondes énergies originelles. Voilà, on parle aussi que le peuple de Mu, quand Mu c'est autodétruite, détruite, les premiers peuples sont arrivés à Tiwanaku. Donc, il y a vraiment une notion des origines là très, très forte. Ensuite, on ira à Copacabana, où là, on passera 3 nuits dans un super hôtel avec vue sur le lac. Donc, on a passé 2 nuits l'année dernière, on va en passer 3 parce qu'on a une journée off, mais je crois que 2, ça fera encore plus de bien avant de partir alors sur l'île du Soleil et passer une nuit aussi à l'île du Soleil.
Donc, c'est l'île, pour moi, du masculin sacré. Il y a vraiment une énergie propre l'énergie du masculin sacré qui est présente. Et donc, là aussi, il y aura un temple et une petite marche. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment pour l'aspect itinéraire. Je vois un petit pouce à ce moment-là, ça a l'air de plaire, ce programme. Voilà, donc c'est vraiment un très résumé, mais vous pouvez aller voir aussi sur le site internet, il y a plein de photos, c'est plus détaillé aussi de différents lieux, il y a à chaque fois quelques phrases sur chaque lieu. Le lac Titicaca, c'était... Ouais, je sais pas quoi dire. Voilà, il y a les montagnes autour, on est à 4000 mètres d'altitude minimum, même plus, je crois, là. Et, euh, et tout d'un coup, et au bout, il y a vraiment l'énergie de la mer, comme ça, qui est là. Donc ça, c'est particulier. Ce qui m'a fort touché aussi, c'est que on voit la cordillère des Andes. Donc on voit les montagnes au loin qui s'élèvent avec la neige au-dessus. Et puis, enfin, quand on arrivait, moi, ça m'a marqué, ces montagnes. Puis là, ça fait tilt. On est déjà à plus de 4000 mètres ici. Quoi, ça. Donc c'était vraiment démesuré comme ça. Ouais. Et puis, ouais, l'île du Soleil, c'était... là, je vais employer le mot énergie, une très belle énergie, comme ça, très... j'ai pas trop de mots à mettre dessus, mais... côté magique, comme ça. Copacabana et l'hôtel, la ville en elle-même est superbe aussi. Une chouette petite ville, et puis l'hôtel était, voilà, magique et confortable après tout le périple. Oui, l'hôtel de Copacabana, c'était vraiment la grande surprise parce qu'on s'y attendait pas du tout. Laurence nous avait rien dit, nous avait dit il y a une surprise. Et c'est un créateur allemand qui a construit cet hôtel à flanc de colline qui ressemble à un village d'elfes ou je sais pas trop, enfin un village tout à fait, voilà, inattendu quoi. Toutes les chambres sont sculptées et à flanc de colline et enfin il faut le voir pour il faut découvrir la surprise en fait. Mais même en connaissant déjà l'endroit, oui, évidemment que c'est magnifique. C'est un lieu magnifique avec un point de vue sur le lac Titicaca. Donc ça, c'est juste pour l'hôtel, quoi. Maintenant, c'est vrai que la balade dans la ville, il y a eu plein de chouettes petits moments de nouveau. Enfin, il y a eu des tas de chouettes moments. En fait, durant tout ce voyage, je vois pas de moments, à part les petits passages où on devait un peu plus se dépasser. Il y a vraiment rien à redire, quoi. C'était un voyage fabuleux. Voilà. Et toi, tu as quelque chose à dire? Ben oui, l'hôtel avec des matériaux naturels, des formes très organiques, rondes. Enfin, c'était des œuvres d'art. Donc, si vous voulez loger dans une œuvre d'art, ben c'est là qu'il faut aller. Alors, c'est pas le seul endroit, hein, mais et puis le propriétaire, on l'a croisé, il aime ce qu'il a fait. Ça a été fait vraiment quelque chose de, enfin, progressivement, une maison après l'autre. Et oui, donc il y a vraiment, enfin, c'est très particulier comme expérience. Et oui, là, il s'est aidé le sol. Moi, j'ai eu quand même quelque chose de très fort aussi avec l'eau là-bas. Beaucoup de joie, qui était potable, que j'ai bu spontanément. Je n'ai pas posé de questions et c'était ok. C'est vrai qu'au niveau de l'expérience, ça a été au niveau de la marche, tout ça, ça a été quand même challengeant. C'est pas que c'était tellement, ça montait tellement, mais c'est vrai que je pense que le fait que ce soit à plus grande hauteur était un peu plus. Puis il y a des moments, voilà, il y a eu un cap. Je me rappelle, il y a eu un cap où après ça a été mieux, mais au début, la première moitié, c'était un peu plus dur, comme ça, un peu plus. Mais donc oui, très 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 chouette expérience. Merci pour vos retours. Oui, c'est bon de se replonger dans cette région. Moi, c'est vrai qui me plaît beaucoup aussi, quoi. Je pense que chaque région qu'on va aller rencontrer a vraiment son énergie. Mais c'est vrai que le lac Titicaca a quelque chose de apaisant comme ça, ressourçant. Et j'avais juste envie de rebondir parce que je rejoins très fort Damien aussi sur cette sensation d'énergie de la mer. Voilà, moi j'y vois les dauphins, j'y vois des baleines, j'y vois vraiment tout ce monde
marin aussi, donc c'est assez troublant, 4000 mètres d'altitude, mais voilà, mais c'est là, donc voilà, comme quoi toutes les eaux sont toujours bien en lien. Et donc c'était voilà aussi un bel espace justement pour faire un travail avec l'eau aussi. Voilà, puis donc ensuite on va doucement quitter le lac Titicaca, on va rejoindre Puno. Et de là, on va rejoindre Arequipa, donc qui est sur le chemin vers Nazca. Donc nous, on avait directement fait Puno Nazca parce qu'on avait que 21 jours. Mais là, si on se dit, bon, on a un peu plus de temps, c'est quand même une belle expérience de s'arrêter à Arequipa et à la vallée du Colca. Donc là, je vous en parle parce que vous n'avez pas encore été. Donc Arequipa, c'est une ville, mais qui reste assez agréable, qui est jolie. Bon, clairement, elle a l'architecture colonialiste, mais néanmoins, ça reste une très très belle architecture. Donc voilà, ce serait juste une journée pour visiter, qui sera aussi voilà, une journée off aussi, donc pour avoir vraiment aussi des périodes de repos. Et puis après cette journée-là, on prendra la route pour aller dans la vallée du Colca. Et alors là, ça c'est magnifique. Donc c'est une région volcanique, Arequipa. Donc on peut voir des anciens volcans aussi, des anciens volcans enneigés tout autour d'Arequipa, pardon. Et ensuite la vallée du Colca, on retrouve vraiment aussi cette énergie volcanique. Et il y a aussi beaucoup de thermes d'eau chaude. Voilà, en tout cas, la possibilité d'en faire 2 différents la même journée, plus en matinée et plus en fin de journée, parce que chaque eau est différente, chaque eau amène quelque chose voilà, d'unique et va être curative parfois sur des choses spécifiques. Donc voilà, on aura déjà été près du Machu Picchu. Donc voilà, on va faire plusieurs sources d'eau chaude aussi, voilà, parce que le Pérou, on a quand même beaucoup. Et là, on va vraiment pouvoir connecter aussi cette eau volcanique dans ces bains-là. Voilà, alors moi, mon expérience personnellement, ça avait été donc après le premier voyage, donc là on était 2 et on a vraiment fait toutes les activations. Il y a eu beaucoup de travail énergétique, mais en plus juste à 2, donc c'est comme si on avait encore plus monopoliser nos ressources pour ces activations. J'ai vraiment pu vivre un moment de nettoyage et de recharge dans ces eaux. Vraiment, c'était l'énergie du volcan, donc c'est l'énergie du feu, c'est le père, c'est le grand-père, voilà, qui vient nettoyer, qui vient régénérer. Donc ça a été très très fort. Et le lendemain, on va aller voir les condors. Donc on va rester dans cette énergie quelque part du feu et du père, parce que à mon sens les condors aussi, en tout cas c'est vraiment ça, quand j'ai été les contacter, les rencontrer physiquement, quand ils volaient au-dessus de moi, de ma tête par exemple, j'ai vraiment pu sentir l'énergie du père protecteur, quoi. Donc c'est vraiment ça qu'on va continuer à aller nourrir dans ce lieu de la vallée du Colca. Et donc voilà, on ira donc c'est un mirador, voilà, où on peut marcher, on peut se balader. Et donc dans quand mirador légèrement au-dessus d'une vallée. Et donc dans cette vallée, il y a tous les nids de condors et c'est sûr qu'on en verra, c'est sûr qu'ils seront présents. Voilà, ça c'est une très très belle rencontre aussi d'aller vivre ça. Donc voilà, pour moi c'était un peu incontournable de se dire voilà, si on se donnait plus de temps, d'aller aussi s'arrêter là. Et ensuite, on se partira pour Nazca. Donc là, ça restera quand même, malgré tout, facilement 12 heures de route. Donc ça, probablement qu'on fera le trajet de nuit, ou en tout cas une partie. Ça dépendra un petit peu à quelle heure aussi on partira de la vallée du Colca. Mais donc voilà, pour arriver à Nazca au petit matin ou dans la nuit. Et donc de là, on va commencer directement cette première journée, un travail de connexion. Enfin, je ne sais pas, je peux dire un travail, mais en tout cas pour moi, ça me travaille beaucoup quand je vais là-bas. Mais en tout cas, voilà, une rencontre avec les lignes, avec je sais pas, j'ai pas les mots aussi, parce que là, pareil, hein, voilà, les historiens disent que ce sont
les peuples Nazca qui ont déplacé les pierres, mais on peut vite réaliser qu'il y a autre chose derrière tout ça. Donc, en tout cas, d'aller rencontrer ce mystère autour de Nazca et de le laisser nous parler. Pour moi, ça vient aussi parler de nos propres lignes, de nos propres trames. Il y a vraiment des alignements profonds qui peuvent se faire aussi dans ces espaces. Donc là, ce sera 3 jours aussi où on ira d'abord connecter une première fois avec les lignes. Ensuite, on ira faire le vol au-dessus des lignes. Voilà, qui peut rester facultatif, mais ça reste quand même une expérience assez unique d'être vraiment au-dessus des lignes parce qu'il y a, en tout cas, dans le point de vue énergétique, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et puis d'un côté visuel aussi, d'expérience, c'est autre chose aussi de les voir comme ça. C'est assez impressionnant. Et le 3e jour, alors, ce sera la pyramide Kawachi, où là aussi, il y a eu des beaux processus qu'on a vécu là. Et alors là, on est vraiment dans un autre climat. On est dans un climat désertique. Donc voilà, on va aussi connecter à ça, connecter à cette sécheresse. Et en même temps, on va connecter à l'eau parce qu'il y a de l'eau et il y a aussi toute une sagesse ancestrale autour de l'eau qu'on peut connecter aussi là-bas. Donc voilà, je pense que ça va être aussi tout autant que les autres de belles expériences, même si c'est différent. On n'a plus la protection des apous, de l'ordre de la contenance de par toutes ces montagnes, mais on a voilà une ouverture aussi qui se fait avec d'autres mondes, avec pour moi, il y a aussi dans cet espace une connexion entre le visible et l'invisible aussi qui se matérialise comme ça, qu'on peut du coup alors connecter beaucoup plus en soi. Et je trouve que ça permet en fait une intégration aussi de tout ce qui aura été vécu précédemment, de toutes ces mémoires récoltées dans tous ces sites Inca, pré-Inca. Et voilà, de commencer doucement à se réaligner, même si le voyage ne sera pas tout à fait fini. Oui, j'ai envie de rebondir. Je suis plus par rapport à Nazca, je pense qu'il y a quelque chose qui a réagi que j'ai senti assez vite que là-bas au Pérou, déjà dans la vallée sacrée, j'ai parlé de silence, comme ça, de calme, point de vue nature, mais aussi que, comme si on se rend pas compte, mais on est pris ici en Europe dans un brouhaha mental. J'ai l'impression que les Péruviens, il n'y a pas tout ce bruit mental comme ça. Déjà, la nature aussi amène ce silence, ce calme. Et puis sur tous les lieux sacrés, que ce soit dans la vallée sacrée, Nazca et tout ça, il y a aussi un vécu que ça dit what, enfin, que le mental peut pas saisir. Enfin, il y a un truc qui, c'est dur ouais, on sait pas mettre de mots comme ça. Je sais pas comment expliquer ça. Mais quand on voit les gros blocs de pierre, enfin, les constructions, les ajustements ou les lignes à Nazca, là c'est aussi un fameux changement. Parce que tout d'un coup on est dans le désert. Mais aussi il y a un endroit comme ça où le mental il peut plus saisir. Donc c'est aussi ça fait aussi des ouvertures comme ça, possibles. Pour mon vécu. Je ne sais pas si tu as prévu d'aller au musée Maria Reich encore cette fois-ci. Parce que je me rappelle quand avant le voyage ou pendant le voyage, quand on parlait d'aller au musée, bon. Mais franchement, ça a été fort. C'était fort avec Maria Reich quand même. C'était aussi une expérience un peu particulière. Alors bien sûr, hein, on peut pas comparer ça au fait de voler au-dessus des lignes de Nazca, hein, mais il y a vraiment quelque chose c'est complémentaire. C'est vraiment complémentaire. J'ai envie de juste préciser qui est Maria Reich. C'est une dame qui a travaillé sur les lignes. Elle est d'origine allemande et voilà, elle a vraiment consacré toute sa vie aux lignes. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement avec ces lignes? Je ne sais plus exactement, mais voilà, il y a vraiment elle a consacré sa vie à ça et le musée, voilà, il y a sa sépulture et tout ça, donc c'est vraiment particulier ce lieu, ce site. Oui, c'est la reconnaissance des lignes. Elle a travaillé à la reconnaissance des lignes. Et
Et bon, voilà, c'était quand même quelque chose qui était, pour moi, dans mon expérience aussi, quelque chose de très fort, d'une manière plus douce, un peu plus yin que le vol au-dessus de Nazca, qui était quand même plus, voilà. Mais, mais qui était quand même, enfin, qui a été aussi transcendante pour ma part. Brian nous fait un coucou. Hi Brian. Brian qui est mon compagnon, donc il parle pas, il apprend le français, là il a écrit coucou, coucou. Et voilà, qui sera avec nous aussi. I introduce you, Brian. Qui sera aussi là pour plus un soutien logistique, mais voilà, en même temps qu'il y a aussi une présence énergétique et voilà, qu'à certains moments, je sais notamment Véronique l'a senti aussi comme parfois protecteur aussi. Et donc voilà, c'est chouette qu'il fasse un peu un petit coucou comme ça. Voilà, juste pour. Mais merci Stéphanie. Je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose, mais. Oui, Maria Reich, pour moi aussi, elle a été. Pour moi, elle est importante parce qu'en fait, même si elle a été cherchée dans des choses plus mathématiques, scientifiques, elle a quand même ouvert quelque chose. Et je pense qu'elle est aussi un relais aussi de préserver la mémoire de ces lignes, en fait, et de leur permettre de continuer à être là et être des réels activateurs terrestres. C'est vraiment ça que j'ai comme sensation, c'est que ces lignes, elles continuent à maintenir aussi des points énergétiques de la Terre. Et ensuite, la dernière partie, donc on sera autour du 12, que j'ai plus la date exacte. Voilà, juste passer les 4 derniers jours. Donc, on va commencer d'abord sur le chemin entre Nazca et Lima. Donc, on a tout le Pacifique. Donc, aussi, la route, elle est assez sympa parce qu'on est vraiment en bordure de Pacifique. Donc, l'année dernière, on avait fait une petite halte dans l'après-midi. Ici, on va passer 2 nuits. Donc, vraiment, pour aller clôturer ce pèlerinage aussi avec l'énergie de la mer, surtout que l'océan Pacifique, surtout que, voilà, on sera dans la thématique de l'eau. Donc, dans cet espace, il y a des otaries, notamment. Il y a des réserves naturelles. Voilà, donc on est toujours dans le désert, dans le Pacifique. Il y a parfois des rochers assez magiques aussi qui sont là. Donc, on va prendre plus de temps d'explorer ça. On va prendre le bateau, aller connecter avec ces otaries qui, pour moi aussi, sont d'une puissante médecine. Voilà, et ensuite Lima. Bon, Lima, une ville assez particulière. Elle est énorme. Je crois qu'il y a pratiquement autant d'habitants en Belgique qu'à Lima. C'est une ville voilà, qui grouille, mais il y a encore énormément de sites sacrés en fait dans cette ville. Donc des pyramides. Donc, on va aussi prendre ce temps d'aller visiter un petit peu Lima et encore faire une dernière visite sur un lieu sacré. Voilà, avant d'arriver au jour des au revoir, après 32 jours de grand pèlerinage. Donc, nous, on va continuer maintenant à présenter d'autres aspects du voyage. Donc, un aspect pratico-pratique d'abord. Ensuite, on va parler du climat, on va parler de comment s'habiller, on va parler de concrètement comment ça se passe durant le voyage avec les hébergements, avec le transport et tout ça. Mais en sachant que on va refaire, donc pour celles et ceux qui vont participer au voyage, un mois avant, on va refaire une réunion où voilà, on refera le point sur tous ces aspects-là. Donc ici, on va les survoler, mais c'est juste pour vous donner une idée, si vous avez envie de venir à ce voyage, d'avoir vraiment déjà des idées claires sur certains aspects qui pourraient peut-être vous questionner. Mais donc, voilà, à savoir que de toute façon, si vous avez des questions, on peut toujours y répondre en dehors de ce live et qu'il y aura en plus une préparation avec le groupe qui sera présent. Voilà, alors, pour arriver au Pérou, est-ce que l'un de vous ici, Damien, Isélia ou Stéphanie, vous auriez envie d'expliquer comment ça s'est passé votre voyage pour arriver au Pérou et voilà, les petits tips voilà, qui ont été utiles et puis aussi comment vous vous êtes organisés entre vous, peut-être parce que voilà, certains n'avaient pas forcément envie de voyager tout seul, donc voilà, comment ça s'est organisé. Enfin voilà, je pense que tout ça, ça peut intéresser.
Donc, mais je vous laisse la parole. Ouais, donc, ouais, moi, j'ai pris mon vol, je crois, avec Iberia. Je pense qu'il y a 2 compagnies depuis Bruxelles, si on va avoir un vol direct jusqu'à Lima. Et puis, alors, on démarrait à Cusco, donc il fallait prendre un vol jusqu'à Cusco. Donc, moi, j'avais très bien organisé. J'avais 2 heures entre les deux. Sauf qu'entre-temps, euh, ils ont annulé mon vol de Lima à Cusco. Et donc, j'ai dû prendre le suivant. Donc, j'ai passé, je suis arrivée à 19h30 et l'avion pour Cusco partait à 5 heures du matin le lendemain. Donc, voilà, je fais comme les locaux. J'ai dormi dans le couloir de l'aéroport. Tout s'est bien passé. Moi, j'ai été toute seule. C'était vraiment une chouette expérience pour moi. J'ai trouvé que c'était assez facile. Enfin, il y avait qu'à suivre les panneaux, etc. Donc, c'était plutôt bien. Et donc, c'était un vol Bruxelles-Madrid, Madrid-Lima. Et puis, j'avais pris séparément le vol jusqu'à Cusco. Et j'ai eu des petits déboires avec la compagnie parce que quand j'ai su que c'était annulé, j'ai demandé à prendre le suivant. Mais en fait, ils se sont trompés de date. Donc, ils ont changé d'un mois. Mais voilà, ça n'a été que des contretemps. Bien sûr, enfin, j'ai communiqué en espagnol, alors avec un petit coup de main avec un traducteur, mais j'ai fait ça en ligne, ça a été géré vraiment, et ils n'ont pas discuté, j'ai vraiment eu aucun souci par rapport à ça. Ça a été, je dois dire, assez agréable de ce point de vue-là. Et donc voilà, et puis après, il y avait un taxi donc que Laurence m'avait envoyé donc pour me conduire jusqu'à l'hôtel où étaient déjà donc Damien et Isela qui étaient arrivés la veille au soir, je pense. Vous aviez organisé un peu autrement. Oui, et puis à préciser que quand on arrive à Lima, donc en venant de Madrid, il faut prévoir assez de temps par rapport au vol qui va vers Cusco. Nous, on a quand même fait un petit sprint, on avait pris un peu trop juste dans le temps et heureusement, on a vraiment été pris en main directement par un guide qui nous a fait courir dans tout l'aéroport pour qu'on ait l'avion de Cusco. Chez nous, ça a été assez fluide, on n'a pas eu de soucis particuliers durant le voyage. Tout s'est bien suivi en partant de Belgique jusqu'à Madrid et il y a juste eu ce petit sprint, mais on était bien accompagnés, donc on est arrivé tout à fait à temps. Et voilà. Euh, donc oui, pour voir un peu quelle compagnie. Je crois que ça, c'est toi, Laurence, et peut-être Damien qui savent mieux en parler des compagnies. Bon, il y a Iberia évidemment pour aller jusqu'en Espagne. C'était Iberia jusqu'à Lima, je ne sais plus maintenant. Non, De Lima jusqu'à Cusco? Non, non. c'est une autre. De Lima à Cusco, c'était. Ouais, je peux rebondir si tu veux. Oui, oui, c'est Oui, possible. oui, donc 2 compagnies. Alors KLM, donc en 3 lettres. KLM en 3 lettres. Donc là, c'est une compagnie hollandaise. Donc il y a d'abord une escale à Amsterdam, Bruxelles-Amsterdam et puis Amsterdam-Lima, ou bien par Madrid. Donc Bruxelles-Madrid, Madrid-Lima, donc avec Iberia aussi. Voilà, donc ça c'est intéressant d'avoir les comparatifs de prix avant et de mettre ça en place. Et alors, donc oui, donc là, Stéphanie, donc tu avais pris tes billets. D'abord, c'était la première à prendre tes billets. Puis après, je vous ai mis en lien avec Damien. Finalement, Damien a pris un autre horaire. Et puis après, Isela et Véronique ont pris le même avion que Damien. Et donc, eux, tous les 3 ont voyagé ensemble, se sont organisés. Donc, tout ça pour dire, si vous n'avez encore jamais voyagé comme ça, faire des aussi grands voyages en avion, s'il y a peut-être des inquiétudes ou quoi, il y a toujours une solution, voilà, de ne pas le faire tout seul. Et puis alors moi, je suis là aussi. Je me rappelle, Stéphanie, que ton histoire d'avion, tu t'es venue me parler aussi. Finalement, tu avais réussi à te débrouiller. Mais voilà, tu m'avais posé aussi la question si je pouvais t'aider. Et voilà, finalement, ça s'est bien mis. Mais bien sûr, j'aurais aussi été là au besoin. Donc voilà, donc ça aussi, vous dire que quoi qu'il arrive, moi, je peux aussi amener une assistance pour faire en sorte que ça se passe bien. En tout cas, là où moi, je peux faire quelque chose. Voilà, et puis ensuite, oui, organiser les transports, les taxis. Enfin voilà, donc tout ça, je me rappelle même, il y avait eu c'était plus avantageux de changer, faire le change
dans des bureaux de change à Cusco et pas dans l'aéroport. Donc aussi avec le taxi, on avait regardé avant pour qu'ils vous amènent au bureau de change. Mais voilà, tout ça a été calé avant, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'après un grand voyage, c'est bien de pouvoir arriver relax et de ne pas forcément se tracasser de ces aspects-là. Donc voilà, ça c'était pour le voyage. Après, donc ce que vous avez besoin pour voyager, c'est juste un passeport. Donc il n'y a pas de vaccin obligatoire. Voilà, même si on va aller dans la jungle, mais il n'y a pas de fièvre jaune là-bas, c'est plus dans l'Amazonie. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de besoin, même en précaution, de penser à faire l'un ou l'autre vaccin. On va dire même pour l'eau aussi. Voilà, en général, l'eau qui vient de la montagne, elle est pure. Donc voilà, si vous trouvez une eau de source, voilà, elle est tout à fait potable. Après, elle peut quand même avoir quelques parasites. Donc ça, c'est vraiment à vous de sentir, voilà, de sentir si c'est OK ou pas. Mais sinon, il y a toujours moyen d'acheter de l'eau en bouteille. Et là, vous êtes sûr que vous buvez une eau potable, sans parasites et tout ça. Voilà, je me rappelle, Stéphanie, ouais, toi, tu as été fort malade. Bah, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, tu as eu une forme de tourista, mais tu es la seule à l'avoir eu vraiment en toute fin de voyage. À savoir qu'il y a peut-être une dimension aussi énergétique, de purge et tout ça aussi. Mais donc voilà, mais ça, a priori, c'est pas trop un problème. Faut juste savoir qu'il y a peut-être quelques précautions à prendre si vraiment vous êtes sensible au niveau intestinal. Voilà, moi je me rappelle aussi de toute la partie vallée sacrée Titicaca, il n'y avait pas de problème. Et puis à Arequipa, j'avais commencé à être, en tout cas lors du premier voyage, j'avais commencé à être malade aussi. Et en fait, là, j'ai complètement arrêté de manger des fruits, de manger du cru et tout ça. Et c'est passé, quoi. Donc voilà, des fois, c'est juste ça. Je me rappelle, Isélia aussi, toi, à un moment, tu étais un peu sensible et juste à sélectionner un peu plus ce que tu mangeais. Ça a été un peu sur le fil, quoi. Mais voilà, après, ça peut être aussi de prévoir de l'argile, prévoir du charbon. Ça peut être aussi de faire une petite cure en amont aussi pour renforcer les intestins. Enfin voilà, il y a plein de possibilités aussi par rapport à ça. Voilà, c'était pas dans l'ordre, mais voilà, c'était pour revenir un peu par rapport, bah oui, à la santé, à ce qu'il faut prévoir et tout ça. Mais donc, a priori, c'est juste un passeport. Et après, le reste, par rapport à l'aspect sanitaire et tout ça, c'est vraiment voilà, chacun, en se connaissant un petit peu, de voir ce qui va être bénéfique d'apporter, quoi. OK. Alors ensuite, le climat, l'altitude. On a déjà un peu parlé de l'altitude. Le climat, on va vraiment avoir tout, parce qu'on va être en altitude. Donc en altitude, il faut savoir que la journée peut faire assez chaud parce que le soleil est fort, mais dès qu'il y a de l'ombre, dès que le soleil s'en va un petit peu, on peut se sentir un peu plus frisquet et les nuits sont fraîches. Donc ça veut dire au niveau vêtements, en fait, c'est toujours avoir les 3 couches. Donc comme tu me disais, Isélia, c'est vraiment avoir les 3 couches sur soi. Donc avoir un t-shirt, un petit débardeur, avoir un petit pull plus léger, avoir peut-être un petit polar et je pense que normalement pour la journée c'est bon, peut-être une petite écharpe en plus. Avoir un chapeau de lunettes de soleil pour le soleil parce qu'il est très fort, il peut être assez agressif, peut-être même crème solaire pour les peaux sensibles. Moi, j'avais conseillé aussi un petit foulard. Donc ça, c'est mon petit truc, quoi. À ce moment-là, s'il fait chaud, je mets un petit foulard sur les épaules et ça protège aussi des coups de soleil. Après, on va aller dans la jungle, on va aller dans le désert. Donc là, ça va être tenue été aussi. Donc aussi prévoir des chaussures chaudes et de marche et des chaussures peut-être plus légères, voilà, pour la jungle, pour le désert. Voilà, en sachant que dans la jungle, on pourra marcher aussi avec des petites sandalettes dans les chemins de randonnée qui sont prévus pour ça. On peut marcher quand même assez librement comme ça, même parfois pieds nus. Moi, j'aime bien pieds nus si les chemins sont bien dégagés. Donc ça, par rapport au climat, il y a juste quelque chose qui vient de m'échapper. Ça reviendra. Oui, voilà, les moustiques, du coup. Donc, a priori, il y aura des moustiques uniquement dans les 3 jours dans la jungle.
Et encore, c'est pas encore aussi intense voilà, que la jungle amazonienne, par exemple. Mais voilà, il y en a quand même. Donc, la première prévention, c'est pantalon long et manches longues à partir de la tombée de la nuit. Donc, en journée, il n'y a pas de moustiques, mais c'est plutôt à la tombée de la nuit. Ou bien si vraiment vous êtes sensible, et surtout voilà, les Européens, quand ils arrivent dans les régions plus tropicales, en général, ce sont les premières proies des moustiques, voilà, parce qu'il faut le temps que le sang aussi change. Et voilà, pour les moustiques, c'est comme un nouveau sang, donc ça peut être très incommodant. Donc voilà, donc si vous le sentez aussi, prévoir une protection anti-moustique, si possible naturelle. Voilà, je pense qu'il y en a des très très bien, des huiles essentielles. Donc, voilà, ça c'est pour donner vraiment des premiers tips, mais on pourra vraiment en reparler. Et dans les groupes d'échange après aussi, entre tous les participants, on pourra se donner aussi des petits trucs aussi pour que voilà, qu'on soit le plus confortable possible durant tout le voyage. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect vêtements. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose, ou si ça semble déjà bien comme premier tips de base. Oui, par rapport à la pluie, c'est parce que moi, je me suis retrouvée, j'ai pris un petit truc léger pour la pluie, mais dans les zones style Machu Picchu, là, Aguascalientes, quand il y a des bonnes pluies, il vaut mieux avoir un truc bien imperméable, parce qu'on est vite détrempé, quoi. Donc, une grande cape, style cape de vélo, comme ça. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, je voulais rebondir aussi là-dessus, donc merci de l'avoir souligné. Donc oui, au niveau de la saison, donc quand on a fait le voyage, c'était en mars, on était vraiment à la toute fin de la saison de la pluie. Normalement, mi-avril, il n'y a plus de pluie. Donc il y aura moins de probabilité d'avoir de la pluie, mais c'est toujours possible. Donc déjà, ça, c'est un point. Mais c'est vrai que c'est bien quand même de prévoir. Donc, ce serait essentiellement pour la partie Machu Picchu et la jungle aussi, hein, où là aussi, il peut y avoir des pluies quand même relativement tout le temps. Et donc, oui, c'est ça, d'avoir une bonne cape, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'ai un impair, c'est pas une cape, mais voilà, qui est surtout long, en fait. Et ça, c'est pas mal aussi. Donc, vraiment prévu pour la pluie. Comme ça aussi, les jambes sont moins mouillées. Bon, après, voilà, mon expérience, c'est de toute façon, s'il pleut, il pleut, quoi. Voilà, dernièrement en Colombie, là, on avait fait le trek 4 jours, mais on a eu 2 jours de grosses pluies en fin de journée. On avait beau avoir toutes les protections de pluie, on était quand même trempés. Donc voilà, je pense que ça fait quand même partie du voyage de se dire que ça peut arriver, mais ça n'arrivera pas tout le temps. Mais donc voilà, mais en effet, prévoir de toute façon un impair ou quelque chose comme ça, c'est quand même chouette. Merci pour l'ajout. Ensuite, je reprends ma petite liste pour voir. Oui, voilà, c'est ça. Donc maintenant, par rapport plus au voyage, au niveau des chambres, de la nourriture, des transports et tout ça. Donc, dans les chambres, ce sera des chambres doubles en général. Quand c'est possible, voilà, ce sera peut-être des chambres individuelles, mais en général, on partira sur des chambres doubles. En général, ça s'est bien passé, hein, non? Il y avait toujours, voilà, c'est bien organisé par rapport à ça. Au niveau de la nourriture, donc ici, nous, on n'était pas spécialement vegan ou végétarien. Et donc, voilà, c'était du coup, ça permettait un peu plus de flexibilité aussi. Après, voilà, dans la première partie, moi, j'aime bien quand même proposer quelque chose, voilà, assez équilibré avec de la bonne nourriture. Et de temps en temps, il y avait un peu de fromage, il y avait de temps des œufs, de temps en temps du poulet. Mais on partait aussi sur des journées plus repas végétariens et tout ça aussi. Voilà, savoir qu'en altitude, on a besoin de protéines, on a besoin de force. Donc voilà, mais c'est possible aussi d'être vegan. On peut adapter les repas lors de la première partie. Et ensuite, pour le voyage, voilà, il y a souvent quand même la possibilité d'avoir un plat juste de base avec des légumineuses, du riz et des légumes. Donc, c'est tout à fait possible. Après, c'est peut-être juste les petits déjeuners où là, parfois, c'est un peu plus délicat parce qu'on a quand même eu beaucoup dans les hôtels, c'est du pain.
voilà, aussi ceux qui ont des intolérances au gluten, voilà, c'est un peu moins confortable parce que c'est du pain, du fromage, des œufs. Voilà, après, ils proposent parfois des fruits, des jus de fruits, donc ça pourrait être aussi d'aller plus vers ça. En tout cas, la première partie, on va essayer vraiment, parce que moi, personnellement aussi, je suis très sensible au gluten et aux produits laitiers, donc quand je peux, j'évite, j'en mange pas. Mais donc, c'était l'idée que la première partie, ben voilà, on puisse vraiment répondre à ça, que ça renforce bien nos corps énergétiques et physiques, et que ensuite, ben, pour l'autre partie du voyage, on puisse tolérer au mieux ces aliments qui sont peut-être parfois pas idéaux pour nous. Voilà, et puis ça va dépendre aussi de la sensibilité de chacun. Mais donc voilà, et après l'alimentation péruvienne, donc on part sur des menus en général, et c'est très basique, c'est du riz, des légumes, et alors c'est souvent accompagné de poulet, de bœuf, de poisson. Ici, dans la vallée sacrée aussi, c'est beaucoup de la truite. Voilà, avec une petite soupe, avec souvent une petite boisson aussi qui accompagne, soit un thé, soit un petit jus de fruits. Ça va. Je vous laisse la parole peut-être si vous voulez partager votre expérience avec la nourriture. Nos expériences. Tu veux le pire ou le meilleur? Dites-nous tout. On a eu des surprises, on a eu des bonnes et des moins bonnes surprises. Moi, j'ai beaucoup aimé le lomo saltado, hein, c'est du bœuf sauté, voilà, je tiens à le dire. Non, il y a des très chouettes plats, des chouettes légumes, du maïs, on a eu des plats, je sais pas trop ce que c'était, mais parfois des petites préparations qu'on avait achetées. Une espèce de truc dans les feuilles de maïs, je sais plus comment ça s'appelle, c'était très bon ça. Alors moi, j'ai quand même eu de la chance, mais ma voisine, elle a eu une soupe où là, il y avait un pied de poule entier. Alors évidemment, pour nous, pour nous aujourd'hui en plus, parce que c'est vrai que j'en ai discuté encore hier, je crois, et ben oui, mais chez les fermiers, on utilisait ça aussi, les pieds de poule, il n'y a pas si longtemps, je crois. Mais bon, voilà, après, c'est le plus difficile, c'est de savoir traduire le menu, le plat qui est prévu. Donc là, parfois, on avait des Péruviens avec nous, mais ça avait l'air d'être compliqué pour eux aussi de pouvoir nous expliquer. Et donc, oui, c'est la seule. Mais c'est après que j'ai été malade, donc cette fois-là où j'ai pris un truc, je sais pas trop ce que c'était. Pourtant, j'aime bien le foie, je crois que c'est du foie, un truc comme ça, mais je sais pas, c'est pas passé. J'ai eu les fruits après, et puis ça, c'est très bon. Mais je ne sais pas ce qui a posé problème à ce moment-là. Toujours est-il que voilà, non, au niveau repas, franchement, j'ai trouvé que c'était bon. Ah oui, moi j'avais mangé là avec toi, tu avais ton truc de poule là, et alors ton poulet de poule. Et moi j'avais les papas, des frites avec des saucisses, un peu comme des saucisses douane et la sauce. Les pommes de terre, je crois que on les trouve dans tous les plats. Euh, et puis ouais, non, le riz, ouais, c'était bon. Franchement, globalement, allez, à 98%, j'ai trouvé que c'était bon. Donc, moi, j'ai bien aimé la première partie du voyage où on a été vraiment gâtés par Yakou et Laurence qui nous faisaient des plats magnifiques, qui nous ont fait découvrir plein de choses. Donc ça, c'était top niveau. Puis après, on est redescendu d'un grade, mais il y avait quand même des découvertes. Voilà, il y a de la cuisine à base d'avocat aussi, tortillas, des petites tortillas, ou des tacos. Je sais plus quoi. Enfin, voilà, il y a des petites spécialités locales à certains moments. Et les jus de fruits, évidemment, ça c'est merveilleux. Parce que là, c'est quand même plus de fruits que. Enfin, voilà, on en a bu quand même pas mal des jus de fruits. Certains laits aussi. Enfin bref, oui, c'était bon. Hein. et les truchas, non, les truites, moi je suis pas oui, très poisson, mais je crois que vous avez mangé quand même pas mal de truites. Oui. Vous aimez bien ça? Oui. J'ai mangé du fromage frit, c'était marrant. Enfin, on sait pas trop, c'est un fromage qui a pas le goût de comme chez nous. Mais voilà, c'était une chouette expérience. Non, c'était bon. En gros, c'était pas mal. Bon, oui, c'était bien. Merci pour tous ces petits ajouts. Toi, Damien, tu veux partager quelque chose? Pas spécialement. Ouais, moi, je vais quand même rajouter que aussi, ça c'était, j'avais bien dit, enfin, Brian Yakou, c'est le même nom.
Moi, je dis Brian parce que je crois qu'il préfère maintenant qu'on l'appelle comme ça. J'avais vraiment dit, mais alors aussi, on a du bon pain pour la première partie. Et donc, parce qu'ici, il y a un artisan boulanger dans la vallée qui fait du bon pain et aussi du pain sans gluten. Donc voilà, on a aussi cette première partie, ce pain-là, parce qu'en effet, après, on a du pain blanc très basique. Et mon chat veut me dire quelque chose. Il faut aussi manger sa nourriture péruvienne. Ouais, c'est vraiment ça. Quand il vient comme ça, c'est donne-moi ma nourriture. Donc voilà, oui, c'est ça. Et puis oui, il y a plein de choses. Il y a plein de variétés de pommes de terre, du maïs. Oui, c'est ça, des goûts qu'on n'a pas forcément chez nous et que c'est chouette de découvrir. Puis il y a aussi un moment, on va en Bolivie et puis finalement en Bolivie, c'est un peu différent aussi. Donc voilà, on a la possibilité aussi de découvrir encore d'autres nourritures. Voilà. En tout cas, sachez qu'il y a moyen de faire de la découverte et il y a moyen quand même de pouvoir un minimum trouver son compte. Voilà, parce qu'ils quand même, ils font des soupes, ils cuisinent. Voilà, donc c'est assez accessible. Et les jus de fruits aussi, ça juste de faire attention quand les jus de fruits viennent justement des petits marchés ou des petits stands dans la rue et tout ça, quand l'eau n'est pas bouillie. C'est ça qui peut peut-être provoquer aussi parfois des inconforts, mais voilà, globalement, c'est vrai que il y a plein de saveurs différentes et voilà, il y a aussi moyen d'apprécier le Pérou de par la nourriture. Il y avait aussi le pain mauve à base de maïs noir, là. Et la boisson, je sais plus comment ça s'appelait, c'était super bon, ça aussi. C'est la chicha morada. Si. D'accord. Voilà. Voilà. Et alors, le dernier point, on en a rigolé dans le chat privé, là, pour notre organisation, le linge. Peut-être Damien, tu veux en parler? Parce que voilà, bon, c'est vrai qu'on part pour un mois. Il vaut mieux partir léger parce que, en plus, on va partager une voiture ensemble. Il faut qu'on puisse mettre tous nos bagages dedans. Donc, voilà, le mieux finalement, c'est de voyager avec un sac de 10 kilos. Donc, à un moment, ça s'impose de pouvoir aussi faire la gestion du linge et de se sentir à l'aise aussi avec ça. Mais c'est tout à fait possible. Damien, je te laisse partager. Ok. Moi, j'ai choisi de faire simple, mais je sais que voilà, en voyage, parfois même sans prendre beaucoup, toujours une partie que j'utilise pas, donc. Et puis j'ai fait l'option de réduire les frais, donc pas de bagages en soute. Donc j'avais juste le petit sac cabine, puis un sac cabine 10 kilos maximum, je crois, et un petit sac à main en plus. Et donc moi je suis parti avec 8 kilos pour 3 semaines. Et ça a été, mais après je t'ai demandé avant, la première semaine, il y avait une machine, il y avait moyen de faire une lessive. Copacabana, Bolivie, il y avait moyen de faire une lessive. Donc il y a quand même quelques endroits comme ça où il y avait moyen de faire une lessive. Ou s'il y avait besoin, t-shirt, je l'avais à Lévis à l'hôtel, un truc comme ça. Donc voilà, c'est possible. Et c'est confortable dans les déplacements et tout ça, de juste avoir un sac facile à prendre. C'était pratique en tout cas. Ouais. Par contre, juste pour l'anecdote, j'avais acheté des t-shirts, je ne donne pas de magasin, mais avec du mérinos. Parce que je sais que les t-shirts avec du mérinos, quand il fait fort chaud, c'est pas trop chaud et on transpire pas trop et ça sèche vite quand ils sont humides. Et s'il fait froid, ça capte la chaleur. Sauf que j'avais pris les tailles que je prends d'habitude et je crois que c'est fait pour être serrant contre le corps. La prochaine fois, je prendrai XXL. Mais voilà, c'est une bonne. Je trouvais que il y a des habits adaptés, donc il faut se renseigner. Mais voilà, je sais que Mérinos, c'est pratique, des t-shirts comme ça. Donc j'ai juste un petit polar en plus et une veste coupe-vent et imperméable. Donc ouais. Une paire de chaussures et j'ai hésité sur un marché, j'aurais dû, parce que j'ai vu qu'après Brian avait les mêmes. Puis sac, je t'ai renseigné à l'hôtel
il y avait des sandales là qui font avec les pneus, ça coûte rien, quoi. Et puis ça a l'air de bien fonctionner là-bas. Donc voilà, on peut aussi trouver des choses quand il y a besoin. S'il manque quelque chose, on trouve. Voilà, c'est ça. Et puis s'il manque quelque chose, bah, on trouve toujours un moment ou l'autre là-bas sur place. On trouve ce qu'il y a besoin de toute façon. Donc, je préfère prendre moins et quand il y a besoin, acheter un truc en plus sur place que partir avec trop et pas l'utiliser. Oui, merci. Je rebondis sur les chaussures parce que je les ai seulement depuis 3 jours. Il m'a fallu le temps de devenir une vraie péruvienne avec ces chaussures-là. C'est pratique en effet, elles sont confortables. Ici, surtout que les pluies arrivent, donc voilà, c'est plus facile parce que parfois aussi, par exemple dans ma maison, les toilettes sont à l'extérieur. Enfin voilà, c'est très typique ici. Donc c'est bien pratique. Et je voudrais rajouter aussi que oui, c'est ça, ça coûte pas trop cher. Et par exemple, voilà, des chaussures comme ça, si après vous voulez pas les reprendre, voilà, ça coûte 18 soles. Donc 18 soles, ça fait même pas 4 euros. Après, vous les donnez à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, donc c'est-à-dire que ça peut toujours servir ici. Et donc oui, c'est ça, de se dire aussi que vaut mieux prendre peut-être pas assez et peut-être vous équiper un peu plus. Il y a des très beaux chapeaux, par exemple, ici aussi. Enfin voilà. Et après, voilà, si c'est pas possible de voyager avec, il y a toujours quelqu'un ici qui sera content voilà, d'en bénéficier. Et c'est oui, merci aussi Damien, voilà, de dire qu'aussi oui, c'est possible aussi de s'équiper avec vraiment des vêtements adaptés. C'est vrai quand on a la possibilité d'avoir vraiment des vêtements voilà, qui sont idéaux pour le voyage, pour les treks et tout ça, ça peut rendre les choses plus faciles, plus agréables, on peut se sentir plus léger et en même temps avoir quelque chose qui est confortable et tout ça. Donc c'est vrai que parfois c'est intéressant aussi d'investir aussi dans ces habits-là. Et voilà, s'ils sont de bonne qualité, en plus, on les garde des années. Donc voilà, mais ça, c'est des choses qu'on pourra aussi clarifier après. Moi, je voulais juste dire, puisqu'on parlait bagages, enfin, moi, j'ai fait qu'avec une paire de chaussures. Enfin, je tiens à le préciser. Donc, une bonne paire de chaussures de marche, et j'ai fait tout au désert. Enfin, c'est très, très bien. Ça suffisait amplement. Prévoyez de la place dans votre bagage pour pouvoir ramener éventuellement l'une ou l'autre chose artisanale. Alors, voilà, moi, j'ai 4 enfants. J'ai ramené un peu. Mais j'ai eu de la concurrence. Donc, non, il y a le cacao, alors les feuilles de coca, non, ça c'est pas possible, vous ne pouvez pas. Mais voilà, les ponchos, je sais plus ce qu'il y avait eu encore qu'on avait pris, je pense surtout ça. Oui, ah oui, t'avais un beau pull. Enfin, t'as toujours, je suppose. Deux pulls. Hein. Je ne racontais que des bêtises. Hein. Donc non, mais voilà, c'est juste pouvoir ramener éventuellement des choses artisanales, c'est quand même chouette, c'est quand même bien de prévoir un peu de place dans le sac pour que ce soit pas une contrainte. Oui, le fait, moi j'étais quand même content d'avoir un sac, c'était un sac mais avec des roulettes, enfin juste 2 roulettes quoi. Donc c'était un peu hybride et je trouvais que c'était pas mal. Ça m'a amené plus de flexibilité, je pense, qu'une valise. Voilà, toi aussi, tu avais un sac un peu dans ce type-là. Hein. Oui, moi j'avais un sac comme ça, mais il était trop grand. Donc si je devais repartir, je repartirais à moitié rempli. Pour justement que ce soit plus léger, mais éventuellement de la place si j'ai envie de ramener du cacao. Un petit péruvien, on ne sait pas. Ça pèse plus lourd, ça. Non, mais donc, oui, c'est bien d'être assez léger, en fait. C'est suivant l'épaisseur des vêtements, en fait. Hein. On fait de plus en plus de vêtements maintenant plus légers qui gardent la chaleur, etc. Si on doit aller, puis avoir un ou 2 pulls, et, oui, des bottines et peut-être une paire plus légère pour les endroits plus chauds, quoi. Ouais. Oui, encore, moi, je fais sans. Moi, je fais juste le sur des marches. Oui, oui, maillot de bain pour les eaux thermales. C'est on ne peut pas aller. On doit mettre un maillot. Écoute, on verra.
Ah oui, il y a plein de choses qu'on va pouvoir repréciser aussi, hein, les petits détails maillots et tout ça, les chaussures. C'est aussi bien d'avoir des chaussures pour détendre les pieds aussi après la marche, d'avoir des chaussures peut-être sandales ouvertes. Aussi, rien que ça peut aider, quoi. Voilà, après, on peut être à pieds nus aussi, mais c'est selon chacun. Bon, voilà, je voulais juste rebondir avec ça. Je sais par rapport à la langue, ma langue c'est l'espagnol, mais voilà, c'est vrai que moi j'avais fait un peu d'espagnol quand j'étais plus jeune et je travaillais un petit peu mon espagnol tous les jours avec Duolingo. J'ai pris mon dictionnaire, mais finalement j'ai pas utilisé mon dictionnaire, donc voilà, possibilité d'avoir accès au réseau Wi-Fi à différents endroits dans les hôtels, etc. Donc finalement ça a pas, enfin on a fonctionné. Moi j'ai fonctionné comme ça. Et donc voilà, oui, je pense que bon, on a déjà fait pas mal de tours. Puis effectivement, il y a l'occasion de pouvoir approfondir certaines choses après quand les gens seront. Mais voilà, il y a moyen de faire avec son smartphone sans prendre de carte SIM sur place. Avec les hôtels, on a quasi à chaque fois, je pense, même chaque fois, on a eu accès au Wi-Fi, donc c'est pas un problème. Oui. Pour les chambres, c'est vrai on était à deux. On a varié les plaisirs, donc on a un peu tourné. On a eu des moments où on était c'est un peu bizarre quand je dis ça. Ah oui, arrête de rigoler, toi. On a resté très sage. Mais non, mais bien sûr. Et alors, on a été à 4 quand on était à Copacabana. C'était assez chouette aussi. Moi, j'avais changé quand on avait été à l'hôtel au Machu Picchu. C'était au rez-de-chaussée qui donnait sur la rue. J'étais pas vraiment confortable. Et en fait, ils ont proposé à moi et à l'autre participante qui n'est pas là ici d'aller dans une chambre tout en haut. C'est une grande chambre familiale. Je pense qu'on aurait pu loger à 6 ou à 8 dedans. C'était très chouette. Ah, c'était la plus chouette chambre, je pense, de tout le voyage. Bon, bah oui, l'hôtel, c'est vrai que l'hôtel allemand est particulier. Mais voilà, donc c'était vraiment confortable. Et vraiment, en tout cas, pour moi, c'était vraiment pas un problème d'être deux par chambre. Au contraire, c'était plutôt sympa. Et donc, voilà. Parce que, moi, je vais juste dire ça. Là, je vais juste donner le pack enfin, le prix pour le pack 32 jours. Après, si vous allez sur le site, vous voulez juste faire une partie, vous pouvez voilà, regarder des tarifs qui sont un peu plus moindres s'il y a un peu moins de jours aussi de participation au voyage. Donc, c'est 3 600 €. Donc, qui comprend tous les transports à partir du moment où on se retrouve le premier jour à Pissac. Donc, ça ne comprend pas l'avion, le taxi, parce que ça va vraiment dépendre de chacun. Peut-être certains voudront arriver 2 jours avant, certains arriveront le jour même. Donc, ça va vraiment être à l'appréciation de chacun. Ensuite, ça va comprendre logement, nourriture et les transports et les accès sur les lieux sacrés, donc de tout le voyage, à l'exception des jours off, voilà, où la gestion des repas peut être un peu plus compliquée si chacun a envie de respecter son propre rythme. Donc, les jours off, il y en a donc à Quillabamba, à Copacabana, à Paracas. Peut-être qu'il y en a d'autres si je dis pas de bêtises, mais en gros c'est ça, à Arequipa aussi. Donc il y aurait 4 jours où là il y aurait en plus à payer la nourriture. À savoir que les repas, voilà, ça peut varier. Un repas entre 2,50 € et 10 €, on va dire. Hein, la fourchette peut être assez large, donc il y a vraiment pour tous les budgets. Il y a souvent des marchés aussi, on peut acheter de la nourriture pour pas trop cher. Donc voilà, ce ne sera pas un énorme budget en plus, mais c'est juste ici, on ne l'a pas inclus parce que d'un point de vue pratico-pratique, voilà, je pense que c'est bien de laisser aussi du temps libre aussi à chacun et à gérer, à organiser comme il souhaite ses repas. Donc ici, le fait qu'on soit aussi en équipe, on pourrait très bien imaginer aussi dans ces jours-là comme des petits sous-groupes qui s'organisent en fonction des rythmes et des envies de chacun. Enfin voilà, il pourrait y avoir plein de possibilités et d'organicité dans tout ça. Ensuite, il y a donc jusqu'au 4 octobre une réduction donc de 150 €. Donc, si vous faites le premier acompte avant le 4 octobre, vous bénéficiez de la réduction. Et aussi une proposition de parrainage. Donc,
4 novembre, oui, pardon. Oui, c'est ça. Bon, le 4 Pardon, octobre, le c'est un 4 peu octobre court. est déjà passé. Donc le 4 novembre, donc ça veut dire qu'il reste 10 jours, plus ou moins. On va dire, oui, voilà, 10 jours, on peut plus, voilà, on garde la souplesse. Mais en tout cas, voilà, si vous manifestez votre participation autour du 4 novembre, vous avez cette réduction-là. Et ensuite, il y a une offre de parrainage. Donc, si vous choisissez de venir avec un ami, par exemple, voilà, si vous avez invité cet ami, vous avez aussi cette réduction de 150 €. Et les deux ne sont pas cumulables ensemble. Voilà, donc ça, c'était pour le prix. Donc, le paiement peut se faire en plusieurs fois, mais on a quand même besoin d'avoir la totalité avant le voyage. Voilà, là, je pense que j'ai fait le tour. Après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi par la suite. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, toutes celles et ceux qui nous ont regardés pour avoir fait déjà ce petit voyage ensemble. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si ça vous intéresse de participer à ce voyage. Et merci à vous, Damien, Isélia et Stéphanie, pour ce moment et puis pour voilà, tout ce qu'on a déjà commencé à co-créer ensemble et tout ce qui s'en vient aussi. Je suis vraiment en gratitude de ces rencontres et de ce qui prend forme, de ce qui est en train de naître. Je sens que ça va vraiment être très porteur pour ces voyages. Voilà, qui au-delà de mon initiative sont vraiment des rencontres entre des humains et une terre vraiment sacrée, une terre vivante. Et je pense que c'est bien d'être en équipe pour une si grande ambition de projet, de vraiment d'offrir ces connexions tellement profondes et lumineuses et révélatrices, transformatrices, guérisseuses. Voilà, qu'on puisse aussi être plusieurs à avoir été préparés pour ça et à pouvoir maintenant aussi offrir un magnifique voyage, voilà, où chacun pourra se sentir au maximum sécure pour vivre tout ce qu'il aura à vivre. Et voilà, et ça, c'est grâce à vous aussi, grâce à ce qu'on a commencé à co-créer lors de ce voyage en avril dernier. Merci pour tout ça. Voilà, donc je vous dis à tout bientôt et merci, à très vite. Merci à toi aussi. À bientôt. Et à ceux qui ont suivi. C'est à vous. Ciao. Ciao. Ciao!